Au bord d'un fleuve que l'on appelait Indefinido, au petit matin où l'eau semblait avaler la lumière, un homme mesurait le monde en éclats d'or. Il tenait ses richesses comme on tient une vérité, serrée, sûre, sans besoin d'autres preuves. On l'appelait chef, non parce qu'il avait été choisi pour servir, mais parce que ses coffres parlaient pour lui. La fille se tenait à quelques pas, les pieds nus sur la vase froide, les yeux clairs comme une pierre polie. Elle n'était pas une image. Elle avait des mots, des refus et une dignité que l'argent n'avait jamais pu acheter. Quand son père parla de promesses rituelles pour assurer la récolte, il le fit avec la même assurance que lorsqu'il signait des contrats, une garantie. Nous offrirons au fleuve ce qu'il exige, et la terre nous rendra en abondance. Sa voix était de ceux qui croient que tout se règle avec un prix. Le rite local demandait une offrande au fleuve, pain, eau nouvellement puisée, une couronne de feuilles. Les anciens expliquaient depuis toujours que la récolte se gagnait par le respect des signes. Mais dans la bouche du chef, la tradition prit un goût marchand. « Je promets ma fille au fleuve », dit-il, avec la froideur d'un pacte écrit. Il parlait de promesses comme on parle d'un gage, sans envisager que le mot même blessait. La fille rit, un son qui n'avait rien d'humilié. « Tu ne peux promettre ce qui m'appartient, père. Je ne suis pas un gage posé sur une table. » Sa réponse fut brève, tranchante. Elle refusa d'être traitée comme un bien. Ce refus fit le tour du village comme une brise imprévue. Certains murmurèrent, choqués. D'autres, silencieux, comprirent que quelque chose de profond était en jeu. Si ce titre vous choque, dites pourquoi en commentaire. Le chef, surpris d'être mis en défaut par sa propre fille, répondit par l'orgueil plutôt que par l'écoute. Pour lui, la logique était simple. Poser un nom devant le fleuve, montrer qu'on sacrifiait quelque chose, et la faveur viendrait. Mais la fille, loin d'être une victime, planta ses 2 pieds dans la vase et exposa une vérité que l'or n'aimait pas entendre. « Tu mesures les hommes en ce qu'ils peuvent t'apporter. Moi, je mesure ma valeur autrement. » La tension monta comme l'orage que l'on sent avant la pluie. Non loin, un nouvel acteur observait, le collecteur du district, un homme habile à convertir panique et besoin en profit. Il avait des yeux qui repéraient une faiblesse et des poches qui se remplissaient de l'infortune des autres. Lorsque la rumeur de la promesse se répandit, il sourit de la façon des prédateurs. Les semaines suivantes furent dures. Le chef investit dans des protections, dans des rituels somptuaires, dans des dons ostentatoires. Mais le collecteur, profitant des impôts mal perçus et des dettes arrangées, organisa un prélèvement qui s'empara des coffres. Les caravanes disparurent au passage ou furent détournées par la ruse. Ce qui avait semblé solide se réduisit en poussière. Bijoux trafiqués, contrats annulés, terres mises en gage. Les voisins regardèrent, impuissants ou sceptiques, la chute d'un homme qui croyait l'aliénation invincible. La perte fut rapide. La leçon, lente. Privé de son opulence, le chef se retrouva dans une maisonnette qui n'avait jamais connu la main d'un forgeron, un foyer qui rêvait à peine d'un manteau. La première nuit sans or fut une nuit de froid et de questions. La fille, qui avait refusé la promesse, ne le renvoya pas à la rue. Elle n'accepta pas non plus de redevenir une marchandise. Elle tendit la main autrement. Chi offrit ce dont il avait plus besoin que d'un trésor. L'honnêteté d'un regard, la possibilité d'apprendre. Les premiers jours furent d'embarras. Le chef, habitué à ordonner, ignorait comment plier une bêche ou connaître la bonne manière de planter une graine. Ses mains, autrefois fermées sur des pièces, tremblaient devant la terre. La fille lui montra, sans remords mais sans pitié inutile, comment caresser le sillon, comment écouter la saison plutôt que les promesses. Elle dit « La terre ne ment pas, elle demande du travail. » Et elle ajouta « Si tu veux protéger la récolte, apprends à la servir, pas à la commander. » C'était un renversement qui fit mal au chef. Chaque matin prenait la forme d'un petit affrontement entre l'ancienne fierté et la nouvelle nécessité. Les premiers semis furent maladroits. Il brisa quelques plants, les négligea parfois, mais il continuait. Le peuple observa. Ceux qui l'avaient autrefois méprisé vinrent lui prêter une houe, un conseil, un geste.
Il ne cherchera pas à l'humilier. Ils offrèrent ce qu'ils pouvaient, non pas en reconnaissance, mais parce que la survie d'un village tient aussi à ceux qui tombent. « Qui paie vraiment le prix d'une récolte ?» murmura un soir la fille, au coin du feu, tandis que le chef frottait ses paumes calleuses contre de l'eau tiède. Cette question traversa l'assemblée comme une flamme. Peu à peu, l'idée que la richesse se suffit à elle-même s'étiola. La communauté recomposa ses règles, partage des semences, garde collective des silos, tour de main pour chaque foyer. Le chef, d'abord hostile à ces pratiques, devint un apprenant opiniâtre. Il ramassa des pierres, arma des filets, portait des paniers. Sa manière de commander céda devant la nécessité d'entendre, de remercier, de réparer. Les petites victoires arrivèrent comme une pluie douce. Un matin, des pousses perçant la terre. Un autre, une vache de lait, est soignée par la voisine qui connaissait un vieux remède. Et pourtant, l'échéance du rituel approchait. Le fleuve attendait son offrande comme une question sans réponse. Les anciens, respectueux des signes, préparèrent la cérémonie selon la coutume. Pain cuit, eau rinçante, une couronne de feuilles tressées. Le chaman, gardien des rites, se tint près de l'eau. Il avait vu nombre d'offrandes, des extravagances qui cherchaient la faveur et des gestes sincères qui voyèrent la terre comme une mère. Le village convergea au bord du fleuve. Le chef, affiné par l'humilité forcée, marcha sans fanfare. Son corps portait les marques du travail. Ses doigts, naguère glissés dans des anneaux, étaient désormais résistants et couverts d'une patience nouvelle. Autour de lui, la fille se tint droite, non en servante, mais en égale. Le chaman observa, bonhomme et mesuré, prêt à recevoir ce que chacun jugeait nécessaire. On s'attendait à des bijoux, à des richesses, l'offrande ostentatoire d'un homme redevenu avide d'assurance. Au lieu de cela, le chef posa devant le chaman ses outils, la houe, la faux, la corde, les semences des premières récoltes qu'il avait apprises à choisir. Il déposa aussi quelque chose que personne n'aurait imaginé. Une petite bannière faite de toile grossière, sur laquelle il traça, maladroitement, sa décision. Il prit ensuite d'un mouvement lent la petite chaise de bois qu'il portait comme un symbole de son ancienne autorité. Il la plaça à terre, face au fleuve, et la brisa doucement d'un coup de pied, non par colère, mais comme on brise une promesse. Puis il parla, et sa voix était différente. « Je ne viens pas avec ce que j'avais autrefois. J'ai été aveugle, dit-il. J'ai cru que la terre se négociait. Aujourd'hui, j'offre mes mains, mon temps, et la promesse que la récolte sera partagée selon le travail de chacun. Je renonce à gouverner par la peur ou par l'or. » Il appuya sur chaque mot, comme si la terre elle-même devait sentir la vérité. Le chaman, qui connaissait les procédures, avait préparé ses incantations, ses gestes mesurés. Mais devant cette offrande, non pas un objet brillant mais la renonciation, le travail et l'engagement, il resta silencieux. Ce silence n'était pas vide, il était impressionné. Le chaman, qui avait vu la vanité travestie en piété, n'en revenait pas. Un homme avait choisi de se dépouiller pour apprendre, pour partager, pour servir. L'acte dépassait la sphère rituelle habituelle. C'était une transformation qui rendait les prières superficielles. Le village retint son souffle. Le chaman posa la main sur l'eau, puis sur les outils, puis sur la bannière brisée. Il prononça des paroles simples, non pas pour exiger une contrepartie magique, mais pour bénir ce qui venait d'être offert, le travail, la justice et l'engagement. « Que vos mains sachent semer l'équité, » dit-il, « et que vos récoltes reflètent votre manière de vivre. » Il ne promettait pas la pluie comme une garantie venue d'un ciel capricieux. Il bénissait la route que la communauté avait choisie. Après la cérémonie, personne ne vit de miracle spectaculaire. Les cieux n'ouvrirent ni ne répandirent de pluie soudaine. Ce qu'on vit, lentement, fut plus précieux. Des voisins qui s'échangèrent des graines, un chef qui oubliait son titre pour discuter d'irrigation, une fille dont la parole fut écoutée au conseil du village. Le travail collectif fit lever les récoltes, non comme récompense d'une offrande, mais comme fruit d'un engagement partagé. La fille, à la fin de la saison,
souriait au milieu des gerbes dorées. Elle n'avait pas été promise à la rivière comme une marchandise. Sa promesse, si l'on peut dire, avait été d'exiger respect et dignité. Elle n'avait jamais abandonné son libre arbitre. Et le père, courbé certes par la fatigue, se tenait droit d'un autre droit, celui de celui qui a appris à ne plus se mesurer par ce qu'il possède. Le chaman, lorsque ses yeux croisèrent ceux de la fille, montra une émotion qui n'avait besoin d'aucun rituel pour s'exprimer. Ce fut un sourire, un signe d'approbation sobre. Son silence d'abord, quand l'offrande fut posée, avait dit tout ce qui devait être dit. La valeur d'un don ne se mesure pas en éclat mais en vérité. Le village connut des temps meilleurs, non pas parce que la promesse fit pleuvoir, mais parce que la promesse transforma ceux qui la firent. Le chef perdit ses trésors et trouva une place parmi les gens. La fille gagna la parole et la reconnaissance. Et la communauté renoua avec l'idée que la récolte appartient à tous. Et vous, si vous deviez tout perdre, qui resterait à vos côtés? Qui partagerait le sillon et le pain sans calculer? Pensez à ce nom, à ce geste, et à la manière dont vous mesurez votre propre valeur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui doit entendre que la dignité ne s'achète pas. Abonnez-vous pour d'autres récits qui questionnent ce que nous tenons pour vrai.